Bien le bonjour, chers auditeurs. Bienvenue dans l'épisode 6 de Dialogue. Donc, on a pris un petit peu de temps avant de revenir avec un sixième épisode parce que c'est du travail faire ce genre de podcast-là. Faut lire les œuvres, faut prendre des notes, faut essayer de se structurer. Donc, on peut pas, si on veut faire quelque chose de qualité qui n'est pas comme certains projets d'infrastructure faits sur une napkin ou le coin d'une table, il faut prendre du temps pour le faire. Jean-François est toujours à mes côtés en direct de Pologne cette fois-ci. Ouais, ouais, Donc, vous voyez, le décor a changé. Je suis à Cracovie. c'est ça, en direct de Cracovie. Donc, il fait un petit peu le tour du monde comme ça. Écoutez, d'emblée, avant de commencer, ce ne sera pas très long, mais juste rappeler aux auditeurs l'événement. Donc, si vous aimez la dynamique du podcast et les thèmes, il y aura un événement, on en a déjà parlé, mais qui va se tenir en décembre prochain. Je vais vous Le, donner le 2 décembre. Le le 2 2 décembre à 19 heures à la scène de Bourgneuf de Québec. à la scène Le Bourgneuf de Québec. Donc, au bas de l'écran, ceux qui sont en vidéo, vous pouvez scanner le code QR, ça va vous y amener. Vous avez qu'à vous promener un petit peu sur le site, vous allez voir. Pour ceux qui ne peuvent pas être là en personne, c'est beaucoup de commentaires qu'on avait. Ouais, moi, je reste à Ottawa ou à Gatineau. C'est un peu loin venir à Québec pour une conférence aller-retour sur semaine. Il y a une diffusion virtuelle. Mais évidemment, vu qu'il y a des frais de location pour la salle, que vous soyez virtuel ou présentiel, il y a un frais pour le billet parce que faut que la salle se paye. Le technicien qui fait la mise en onde et tout ça doit être payé également. Mais ce sera un événement intéressant où on va pouvoir interagir avec les gens du public, prendre les questions et aussi discuter c'est ça le but de cette de cette grande thématique-là du grand emplacement technologique. Donc, c'est un peu provocateur, vous l'aurez compris comme titre, mais l'idée, c'est ça. C'est est-ce que, comme le prétendent certains, l'intelligence artificielle nous amène vers une espèce de quatrième révolution industrielle où certains métiers, autant manuels que intellectuels, seraient remplacés par l'intelligence artificielle? Ou est-ce que c'est comme les autres vagues de chômage technologique, elles ne sont que temporaires et très rapidement, les gens se réorganisent autour de nouvelles activités. Donc, ce sera le grand thème, le grand débat et on espère que les gens se joignent à nous en grand nombre pour cet événement-là. Il y a déjà quand même plusieurs billets de vendus, donc ça serait une bonne idée que les gens qui sont intéressés se le procurent. Si vous êtes à distance, ben, il n'y a pas de problème, mais c'est ça, faites quand même vite avec l'aide du code qui est là. Sinon, vous allez sur la scène Le Bourgneuf, très facile à trouver. Et les billets sont en vente là-dessus. Ouais, puis il y a aussi d'autres thèmes qu'on va aborder concernant l'intelligence artificielle, l'impact des technologies sur la société et la politique. On parle beaucoup de l'Internet qui joue un rôle dans la polarisation des débats politiques. Est-ce que c'est effectivement le cas? Est-ce que cette polarisation-là émane et la résultante des réseaux sociaux ou de l'Internet, ou l'Internet et les réseaux sociaux ne sont pas tout simplement un accélérateur C'est d'un ça. processus qui aurait existé sans la présence de ces technologies-là? On va aussi s'interroger sur, parce qu'on parle d'intelligence artificielle, mais tout le monde prend pour acquis que ces ordinateurs-là, ces logiciels-là sont intelligents. Ça veut dire quoi l'intelligence? C'est un concept qui fait référence à quoi? Puis lorsqu'on on se penche sur cette question-là, on peut en conclure que l'utilisation du mot intelligence n'est peut-être pas nécessairement appropriée pour bien décrire Mhm. ces logiciels-là. Donc, c'est une discussion ça va être une discussion aussi assez globale sur tout ce qui se rapporte à l'intelligence artificielle qui, euh, qui a et qui aura aussi des conséquences majeures dans nos vies, là. Donc, Absolument. Donc, on invite les gens. On espère vous voir en grand nombre à cette soirée-là. Écoute, Jean-François, après Platon, après Machiavel, Locke, Épicure et les autres, aujourd'hui, on parle de John Stuart Mill et notamment de son bouquin De la liberté que j'ai ici dans cette édition-là.
Donc, mais l'édition est un peu épaisse, mais en fait, la moitié du livre est un commentaire de la personne qui l'a D'accord. traduit. Donc, c'est toujours, ça peut être intéressant, mais sachez que c'est un livre d'à peu près 150 pages en réalité, là. Donc, c'est pas une grosse brique. Comme les autres livres de Mill d'ailleurs, vous voyez, sont peut-être les deux livres les plus centraux de l'œuvre de Mill sont L'utilitarisme et De la liberté que j'ai montré, mais ce sont des petits bouquins assez court, assez facile à lire. Je dirais aussi, Oui. Mill est vraiment pas un auteur. On n'est pas dans les auteurs allemands. Ah non, c'est pas Euh, du Hegel, là. Ah non, c'est non, non, c'est très pas facile à Hegel ni comprendre. Kant. En fait, j'avais un prof de philo à l'Université Laval qui disait tout le temps on n'est pas dans l'obscurantisme franco-germanique. C'est une- c'est, On est dans le pragmatisme on britannique. est dans le pragmatisme britannique. Donc, je présente l'auteur comme d'habitude brièvement. Donc, Mill est né le 20 mai 1806 à Londres, au Royaume-Uni. C'était le fils lui-même d'un philosophe, James Mill, beaucoup moins connu que son fils finalement. Il était un peu dans l'ombre de son propre fils de manière dans son héritage. John Stuart Mill, quelque chose qui est frappant avec lui, c'est qu'il est très tôt élevé dans une espèce de... En fait, aujourd'hui, probablement que l'enfant serait retiré de la famille pour presque maltraitance, là. On dit qu'à l'âge de 5 ans, c'est la légende, John Stuart Mill avait lu l'œuvre complète de Platon. Donc, il a été élevé de manière extrêmement intensive pour en faire une espèce de surdoué, en fait, ce qu'il était aussi, visiblement. Donc, très tôt influencé par la philosophie, toute la culture philosophique, mais aussi l'œuvre de Jeremy Bentham, qui est un peu le père de l'utilitarisme. Là, on y reviendra. L'utilitarisme, c'est quoi, si on le décrit brièvement? C'est une théorie éthique basée sur la maximisation du bien-être ou du bonheur collectif Du plus grand nombre. Ouais. du plus grand nombre. Donc, c'est un peu ça l'idée de l'utilitarisme. Donc, le principe fondamental, c'est ça. On vise à maximiser le bonheur du plus grand nombre et à en maximiser la souffrance. Et c'est là qu'une action, par exemple, va être considérée comme moralement bonne si elle produit le plus grand bien pour le plus grand nombre. Donc, c'est un peu ça, si on le dit brièvement, parce que je ne veux pas passer trop de temps. Peut-être qu'un jour, on fera quelque chose sur l'utilitarisme à proprement parler. Donc, c'est pas nécessaire aujourd'hui de rentrer trop dans le détail. Les œuvres majeures, j'en ai déjà montré deux, mais si on les donne dans l'ordre, parce que c'est important chronologiquement de voir dans quel ordre tout ça est sorti. Il y a peut-être, je dirais, quatre œuvres fondamentales de Mill, deux moins connues, les deux plus connues que j'ai mis. Donc, la première, c'est Système de logique, qui est sur la méthode scientifique et l'empirisme, qui est sorti en 1843, De la liberté, dont on a parlé, en 1859, quelques années plus tard, L'utilitarisme, en 1863, et son dernier livre influent qui s'appelle La soumission des femmes, qui est sorti en 1869, sur lequel j'ai déjà fait un podcast, parce que Mill est probablement un des premiers auteurs en Occident à avoir plaidé pour l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, là. Le premier homme féministe, Le probablement, premier homme, dans la le premier philosophie homme politique. finalement, féminisme, en fait, c'était beaucoup sous l'influence de sa femme, parce que sa femme était auteure également, à John Stuart Mill. C'est ça, son engagement politique, peut-être en terminant sur les éléments clés de lui, c'était évidemment un libéral, un réformateur. C'est quelqu'un qui accordait beaucoup d'importance aux institutions, à la démocratie. Il a plaidé aussi pour que le droit de vote soit élargi à tout le monde, qu'il y ait une éducation universelle, parce qu'il pensait que sans système d'éducation où tout le monde pouvait y aller, on ne pouvait pas exercer finalement ce- 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 Sa liberté. sa liberté et son rôle de citoyen d'une certaine manière, même si ce n'est pas les mots qu'il emploie, mais vous comprenez l'idée. Est-ce qu'on peut vraiment aller voter et avoir une idée de ce qu'on fait si on n'est pas éduqué? Pas vraiment. Dans quelle époque il vit? Bon, c'est l'époque victorienne, donc l'époque de la reine Victoria. Donc, on est encore dans les effets de la révolution industrielle. On est dans une époque où la Grande-Bretagne change extrêmement rapidement. Il y a des débats sur les droits civiques, sur certains changements sociaux
très rapide. Et Mill, ce qui le préoccupe à cette époque-là, c'est vraiment la défense de la liberté d'expression, de la liberté de penser, s'opposer à tout type de tyrannie, parce qu'à l'époque, on ne sait pas trop quel chemin tout ça va prendre, ces grands bouleversements. Est-ce que ça va aboutir à la société moderne qu'on connaît avec un système démocratique, ou est-ce qu'il va y avoir un espèce de sursaut pas théocratique, mais autoritariste, où l'Angleterre pourrait basculer finalement dans une espèce de système un peu despotique? Et ça préoccupe beaucoup les penseurs Libéraux de l'époque. libéraux de l'époque, là. Euh, Un peu comme aujourd'hui, hein. Il y a une espèce de retour en arrière, en quelque sorte. Il y a une crainte là, d'une espèce de dérive du libéralisme vers des formes plus autoritaires. Puis à quelque part, si Bill est encore en vie aujourd'hui, probablement qu'il participera à nos podcasts. Ce sera un invité hebdomadaire parce que essentiellement, les positions qu'on a tendance à défendre sont très similaires à celles de Mill à l'époque. Parce que la crainte qui nous anime et qui l'animait est exactement la même. mais en fait, je pense que c'est un fil conducteur de tous les auteurs qu'on a abordés jusqu'à présent. C'est que la force de ces auteurs-là, des fois, les gens se demandent, ouais, mais pourquoi lire un Machiavel, 500 ans et plus tard? Quelle pertinence que ça a? Quand vous faites l'exercice de faire cette lecture-là, vous vous rendez compte que mais c'est encore totalement d'actualité. Et de la liberté de John Stuart Mill, et probablement, c'est tout le temps difficile de faire un palmarès, c'est pas vraiment utile de le faire, mais c'est dans les œuvres les plus contemporaines que vous allez pouvoir lire dans votre vie. Il y a des passages, quelqu'un pourrait écrire exactement la même chose à propos des débats de société qu'on a en ce moment sur est-ce que il y a un passage d'ailleurs, peut-être je vous le lirai un petit peu plus tard, où il parle il dit, ben, on considère que les enfants doivent être protégés contre eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas encore la rationalité et la maturité pour prendre eux-mêmes les bonnes décisions en toutes circonstances. Mais il dit que faire des adultes qui n'ont pas la maturité et le développement intellectuel pour prendre leurs propres décisions, est-il vraiment légitime pour l'État de les protéger contre eux-mêmes? Écoutez, Mm. une problématique ou un thème absolument contemporain. Pensez à tous les exemples que vous avez de ben, il y a des parents qui n'ont pas de jugement, sont pas capables de nourrir leur enfant. Ben là, il va falloir que le Ben, gouvernement fasse un programme pour nourrir les enfants exactement. de parents irresponsables. Les petits déjeuners gratuits à l'école. Donc, c'est Voilà. exactement le même genre Mhm. de thématique, sauf qu'à l'époque, c'était dans d'autres termes, Ouais. mais c'est essentiellement la Puis, même chose, hein. puis il y a aussi une autre citation sur les gens qui pensent avoir raison et parce qu'ils pensent avoir raison, ils refusent d'entendre toute autre opinion. Non seulement ils refusent d'entendre une opinion divergente, mais ils essaient d'écraser les individus qui défendent une opinion divergente. Donc on parle là, de la tyrannie de la bien-pensance, le wokisme. Tu liras la citation tout à l'heure. Ça pourrait avoir été écrit aujourd'hui, là. Absolument. Ça pourrait absolument avoir été écrit aujourd'hui. Euh, Si on y va un petit peu plus schématiquement, le livre de Mill de la liberté, donc comme je l'ai dit, publié en 1859, c'est une œuvre majeure de la philosophie occidentale. C'est une défense sans équivoque de la liberté individuelle, des droits individuels, mais également c'est un propos qui cherche à trouver, tu sais, chez les Grecs, on parle beaucoup de la tempérance, le juste milieu, chez Aristote, par exemple. Il essaie aussi de trouver quel est, dans toutes circonstances, le juste milieu. Parce que la liberté individuelle, et ça nous amène peut-être au premier point, qui est le principe de non-nuisance, qui ressemble beaucoup à ce que plus tard les libertariens appelleront le principe de non-agression, donc don't hurt people. Donc, c'est l'idée que ben, les individus sont souverains, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mhm. Et là, la plupart des gens qui critiquent cette vision-là, c'est de dire, ah, mais c'est quoi, vous pensez que vous pouvez tout faire, puis voler les autres, agresser les autres? Personne n'a jamais dit ça. Le principe fondamental du libéralisme, et plus tard qui est réactivé dans une autre forme par le libertarianisme, c'est le principe de non-nuisance. Mhm. Et ce principe-là, ben, en gros, c'est assez simple. C'est ce sur quoi l'œuvre de Mill
repose, c'est l'idée que la seule raison légitime pour laquelle la société, donc la société civile ou l'État peut restreindre votre liberté, c'est pour prévenir un préjudice direct que vous faites à autrui. Voilà. Et Bah, ça, c'est, c'est absolument important de le comprendre, hein. oui, donc en fait, Mill est très proche de John Locke, dont on a déjà discuté. John Absolument. Locke dit, on est tous avec des droits, des libertés qui sont naturelles, inaliénables. Ça, c'est nos droits naturels. Par contre, si j'ai des droits naturels, les autres ont aussi des droits naturels. Puis parmi ces droits-là, ben, vous avez le droit à la vie, le droit à la sécurité, le droit à la propriété. Donc, ce qui fait en sorte que je m'attends à ce que les autres respectent ma vie, ma sécurité, ma propriété, mais en revanche, j'ai aussi l'obligation de respecter la vie, la sécurité et la propriété d'autrui. Donc, Mill s'inscrit là en ligne directe dans la philosophie de John Locke du libéralisme. Puis quand vous regardez les conventions, par exemple la Convention européenne des droits de l'homme, la Charte canadienne des droits et libertés, vous avez toujours un premier article qui dit les individus naissent avec des droits naturels qui sont inaliénables, etc., etc. Puis l'article qui suit, par contre, ces droits peuvent être restreints de manière raisonnable dans le cadre d'une société libre et démocratique. Et la balise, c'est est-ce que l'exercice de la liberté d'une personne va avoir des conséquences néfastes sur la liberté, la sécurité puis la propriété d'autrui? Si c'est pas le cas, il y a absolument aucune raison pour l'État ou la société civile d'interdire à un individu de poser l'action qu'il souhaite poser. Par contre, si le geste qu'il va poser va avoir des conséquences sur la vie et la sécurité d'autrui, l'État est légitime C'est ça. d'intervenir pour brimer la liberté de l'individu. Mais ça, on s'entend, puis on en a déjà discuté, puis c'est un peu un irritant que moi, personnellement, que j'ai avec l'approche de la laïcité au Québec, qui est mur à mur. Donc, on empêche tous les signes religieux dans l'espace public, alors que effectivement, il y a certains signes, lorsqu'ils sont portés dans la sphère publique, qui peuvent avoir des conséquences négatives sur la sécurité d'autrui. Par contre, il y en a d'autres qui n'ont absolument aucun impact négatif sur la vie, la sécurité ou la propriété d'autrui. Donc, en conséquence, il n'y a absolument aucune raison, dans un contexte de libéralisme politique, d'interdire à ces individus de porter ces signes-là. Donc, c'est une approche qui est toujours au cas par cas. Et puis, et c'est ça l'essence du libéralisme. Et l'application de mesures liberticides mur à mur vont toujours entraîner une limitation déraisonnable des libertés individuelles des gens. Oui, puis ce qui est intéressant avec Mill dans son propos, c'est qu'il anticipe toujours un peu les critiques qui pourraient lui être faites. Notamment, il y a un assez long passage où il dit ah, mais les gens. Parce que dans le fond, la conséquence logique de son propos, c'est en gros de dire ben, les comportements immoraux, impopulaires, différents, mais qui sont sans danger pour autrui, ne devraient pas être interdits par la loi ou la pression, une quelconque pression sociale. Donc, si vous avez ben, le classique de ça, ce serait tout ce qui a rapport avec la sexualité, là, finalement. Du moment que ce que vous faites est consensuel et contractuel, entre guillemets, là, ben moi, j'ai pas d'affaire à vous dire que vous devriez pas le faire, demander des lois pour qu'on bannisse votre vie privée. Ben, c'est ce que à une autre époque, un certain politicien disait il n'y a pas de police des braguettes et pas d'État dans la chambre à coucher. Donc, Exactement. c'est Donc, tant et aussi longtemps c'est que consensuel. c'est consensuel et qu'il n'y a pas de dommages faits à autrui. Et là, Mill, c'est ce que j'allais dire, il y a un passage qui est intéressant. Il dit on pourrait m'objecter qu'aucune action n'a pas d'impact sur les autres. Parce que puisqu'on vit au travers des autres, tout ce qu'on fait a un impact sur les autres. Donc, par exemple, si on pourrait dire, ben, par exemple, l'adultère, ça peut être immoral pour la majorité des gens, mais si la personne fait ça avec un autre, qu'il n'y a personne qui a été blessé ou qu'on a... Mais il dit, vous pourriez me dire que la personne qui s'est fait faire ça, ou par exemple les enfants de la personne, si ça amène éventuellement à des Un problèmes, un divorce. divorce, etc. Donc, ça pourrait être extrêmement problématique pour ces enfants-là. Puis lui, il va dire, mais l'idée, c'est pas de penser qu'il y a des actions qui n'ont aucune conséquence sur les autres, c'est qu'elles n'ont pas de conséquences qui briment des droits fondamentaux.
Donc, parce qu'on peut être dérangé par les actions des autres, mais si ces actions-là ne briment pas nos droits, ne briment pas notre liberté, Absolument aucune raison de limiter et- ces droits-là. Ben, vous imaginez de toute façon, il suffirait qu'une personne dise moi, les gens habillés en punk avec les mohawks, les cheveux orange, rose, moi, ça m'interpelle, ça me dérange, j'aime pas ça, fait que je veux que ce soit banni. Imaginez vivre dans une société comme celle-là. Il y aurait plus rien qui serait permis si ce serait, tout serait laissé au bon vouloir puis à l'appréciation subjective des individus. Donc, pour Mill et pour tous les libéraux, la balise, c'est est-ce que ton geste va avoir des conséquences néfastes sur la santé, la sécurité ou la propriété c'est ça. d'autrui? Absolument. Et c'est comme ça dans un contexte libéral qu'on peut légitimement brimer la liberté de certains individus. Donc, l'idée que les libertariens, les libéraux acceptent à peu près n'importe quoi, puis des actions qui peuvent être complètement irresponsables, c'est absolument faux, Non, là. non, c'est complètement faux. C'est même le principe. Ça ne peut être dit que par des gens qui ne comprennent pas, parce que c'est la base même de ça, on le répète, principe de non-nuisance ou principe de non-agression, dépendamment de quel, Ouais. quel lexique on utilise. Deuxième point, je pense central, c'est la liberté d'expression. Donc, Mill, évidemment, plaide pour une liberté d'expression, je dirais quasi absolue. Il va dire qu'on devrait être libre de discuter d'à peu près toutes les, ben, en fait, pas à peu près, de toutes les idées, y compris les plus controversées ou erronées. Et ça, je pense que c'est essentiel. Lui, il pense que même si une idée est fausse, on ne devrait pas avoir à interdire, puisque de toute façon, l'être humain étant un être rationnel et libre de faire sa propre évaluation, de se servir de son propre entendement, hein, comme dirait Kant, Mhm. il déterminera lui-même, ou il constatera lui-même que ce qui est avancé est faux. Ouais. Et là, je pense que ça vaut la peine de faire la citation, parce que dans la citation, il y a trois raisons essentiellement qui sont données par Mill pour pourquoi on devrait être libre finalement de dire à peu près ce qu'on veut. Et je vous dirais qu'à la page 38 de cette édition-là, donc dans le fond, qui va comme suit. Donc, je ne sais pas dans les autres éditions où ça se trouve, mais c'est dans le début du livre, là, finalement. Donc, il dit, premièrement, l'opinion qu'on tente de supprimer par autorité, donc la censure, pourrait très bien être vraie. Donc, première raison, pourquoi est-ce qu'on ne doit pas censurer des opinions et qu'on doit laisser les gens libres de s'exprimer? Parce que ça se peut très bien qu'on censure des opinions qui sont vraies. Donc, le classique étant Galilée et autres scientifiques de l'histoire, mais pas seulement, ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Évidemment, ceux qui désirent la supprimer nient sa vérité, mais ils ne sont pas infaillibles. Ils n'ont pas du tout l'autorité de décider la question pour toute l'humanité et de retirer à tout autre les moyens de juger. Donc, deuxième raison, non seulement elle pourrait être vraie, mais personne détient le compas finalement de la vérité. Personne qui, dans le fond, qui on devrait dire qui est infaillible. Personne n'est infaillible. Donc, ceux qui se prétendent infaillibles sont ceux qui vont déterminer qui a le droit de parler ou pas. Et Mill voit ça un peu comme, C'est de la finalement, censure. c'est de la censure et c'est un peu l'humain qui se prend pour Dieu, finalement. Mhm. C'est comme, en fait, c'est commettre un péché de dire ça, là. C'est le principe de la bien-pensance, qui Absolument. a un côté un peu divin. Et je continue pour terminer la citation. Il dit en refusant l'audience à une opinion sous prétexte qu'ils sont sûrs qu'elle est fausse, ils présupposent que leur certitude se confond avec la certitude absolue. Toute répression d'une discussion est une manière de s'arroger l'infaillibilité. Cet argument commun peut suffire à la condamner, car pour être commun, il n'en est pas plus mauvais. Et là, je pourrais continuer. Puis tu sais qu'on disait tantôt que ça aurait pu être écrit en 2024, là. C'est l'enfer, c'est exactement ça. Donc, en gros, c'est ça. Il dit une opinion peut être impopulaire, mais elle pourrait être vraie. Donc, Mhm. si elle est vraie, ben, on n'aura pas l'occasion de corriger les erreurs puisqu'on l'a censurée. Ensuite, il dit ben il n'y a personne qui est dépositaire de la vérité absolue, mais que de certitudes qui sont relatives ou qui sont contextuelles à un moment. Et il dit, ben, en fait, puis ça, c'est peut-être pas dans l'extrême, mais un des arguments qu'il donne dans le bouquin, c'est il dit, ben, lorsqu'on a un débat ouvert,
c'est beaucoup plus facile de clarifier ou d'affiner des arguments parce Mhm. que même les idées fausses nous servent rhétoriquement à Oui, oui, peaufiner des exactement. arguments. Et ça, c'est un Mhm. point que pas grand monde font. Même moi, j'avais plus ou moins, j'y pense plus ou moins, mais en gros, c'est ça, c'est de dire, même si vous pensez que ce que vous dites est vrai et que les autres ont pas raison, dans le cadre de, je sais pas, moi, l'avortement, n'importe quelle question, ben, plus vous allez laisser de gens s'exprimer, plus des arguments contraires vont vous permettre de, ou des thèses farfelues. Ça. De réaliser que ben, peut-être que ma thèse initiale n'était pas si claire que ça, donc elle mérite d'être spécifiée, détaillée davantage. Exact. Ben, c'est ce que d'aucuns appellent la dialectique, finalement. C'est le jeu des contraires qui fait, à un moment donné, ressurgir un consensus ou Exactement. une clarté dans tout ça, là. Et si vous allez par exemple à Londres, si un jour vous allez à Londres, allez à Hyde Park Corner, vous avez un endroit qui s'appelle le Speaker's Corner. Puis à tous les vendredis après-midi, vous avez une pelletée d'individus qui sont sur des boîtes de bois, des échelles, puis ils racontent à peu près n'importe quoi. La plupart du temps, c'est des gens qui parlent de Jésus, de Dieu, de Ouais, ouais, ouais. Bouddha, etc. Il y a des gens aussi qui critiquent le premier ministre pour telle ou telle raison, que c'est un criminel, etc., il devrait être emprisonné. Mais c'est ça la liberté d'expression. Dans l'immense majorité des cas, là, allez passer 15-20 minutes là-bas, dans l'immense majorité des cas, là, vous allez vous rendre compte que ce que ces gens-là disent, là, c'est un peu... Ouais, c'est bon, la foutaise. c'est de la foutaise. Mais ils ont le droit de s'exprimer, même si ce qu'ils disent est farfelu ou est absolument faux. Puis ça, c'est un autre point sur lequel Mill insiste énormément, c'est que c'est comme ça qu'une société peut évoluer. Une Mhm. société qui refuse le débat, qui impose la censure, c'est une société qui est condamnée à stagner, puis donc à cesser d'évoluer. Donc il dit une société libérale doit nourrir, doit entretenir ce qu'il appelle l'excentricité. Et c'est comme ça qu'on peut mesurer le succès, l'innovation politique, technologique, scientifique des sociétés, c'est lorsqu'elles cultivent l'excentricité. Puis le problème, c'est lorsque vous imposez la censure, ben, il n'y a plus d'excentricité et là, la société n'évolue plus. Et le problème, c'est que la société n'évolue plus, mais les problèmes auxquels la société fait face, les problèmes augmentent. Ils augmentent, ils augmentent, ils deviennent de plus en plus Oui, criants. Puis à un moment donné, là, ces problèmes-là, ils vous pètent en plein visage. Puis là, la société est complètement désemparée. Puis les politiciens, les individus ne savent pas quoi faire, ne savent plus quoi faire pour régler ces problèmes-là. Et ça, c'est un problème du libéralisme qui impose un type de censure et qui ne cultive pas l'excentricité. Puis je pense qu'on pourrait encore faire un parallèle avec la société québécoise. Combien de gens répètent depuis je ne sais pas combien de décennies, se pourrait-il que le modèle québécois issu de la Révolution tranquille n'est pas ne peut pas perdurer dans le temps. C'est un système qui, si on doit le maintenir comme il est, va exploser parce que pour le maintenir comme il est, ça va imposer d'augmenter encore davantage la taxation, l'imposition, puis on va en venir à créer une iniquité intergénérationnelle. Et puis, même au-delà de ça, à un moment donné, le système, il sera plus c'est capable de ça. subvenir à ses moyens. Mais si vous taisez, vous forcez les individus qui ont une opinion contraire, qui perturbe, parce que je peux comprendre dans ce cas-ci, dans la psyché collective au Québec, la Révolution tranquille, oui, pour nos parents, nos grands-parents, ça a été un grand moment de prise en charge, de prise en main de la société québécoise sur le plan collectif. Puis c'est difficile, 50 ans plus tard, 60 ans plus tard, de se C'est ça. dire, bon, ben, c'était bien à l'époque, mais maintenant, les circonstances ont changé, puis peut-être qu'il faudrait revoir le système en question. Et je pense, le Québec, je pense, serait un bon exemple d'une société stagnante. Elle est stagnante parce qu'elle refuse ces opinions contraires-là qui sont considérées comme étant excentriques. Puis Ben, c'est le genre de problème auquel Mill nous mettait en garde au 19e siècle. totalement. Ben, écoute, ce que tu dis, ça rentre dans un des autres points fondamentaux qui est le- la liberté de penser notre liberté de penser ce qu'on veut finalement et la liberté de vivre sa vie comme on veut la vivre. Et il dit la diversité des opinions et des modes de vie est bénéfique pour la société car elle permet une plus grande exploration de la vérité et encourage le développement personnel. Et puis ça, c'est une critique contre le conformisme. Donc, ce que tu disais, dans le fond, les gens qui disent
que tel truc n'est pas valable ou que sur le long terme, ça ne fonctionne pas, ben, si on les fait taire, on cultive une forme de conformisme qui, selon lui, est complètement nuisible parce que c'est de la diversité des points de vue et des modes de vie qu'émergent des nouvelles choses. Donc, si tout le monde est pareil, il n'y a rien qui peut jamais rien émerger, qui peut émerger parce que quand il émerge des nouvelles choses, c'est souvent une recomposition, c'est ça, une recomposition d'éléments différents Voilà. préexistants qui amènent à un nouveau truc. Et je vous lis cette citation-là, page 118. C'est totalement, vous allez voir à quel point c'est actuel. Ne serait-ce que parce que les gens ont des goûts divers, il ne faut pas tenter de les former tous sur le même modèle. Il ne faut pas tenter de les former tous sur le même modèle, mais des personnes différentes requièrent également des conditions différentes pour leur développement spirituel. Elles ne peuvent pas plus se maintenir en santé dans la même morale que toute la variété des plantes ne peut le faire dans le même atmosphère physique ou le même climat. Les mêmes choses qui aident une personne à cultiver sa nature supérieure sont des obstacles pour une autre. Et ça, c'est en étant exposé à une multiplicité de ce qu'on appelle des conceptions de la vie bonne qu'on Mhm. va en venir à. Tu sais, moi, aujourd'hui, là, en septembre 2024, je me considère comme un individu avec telle et telle valeur. Mais dans 5 ans de cela, au fur et à mesure où je vais être exposé à d'autres modes de vie, d'autres valeurs, d'autres conceptions de la vie bonne, je vais peut-être remettre en question les valeurs que j'ai actuellement, puis évoluer, puis ma personne d'aujourd'hui, dans 5 ans, elle ne sera pas nécessairement la même. Donc, c'est une condition de la liberté. Si on est exposé à une multiplicité de conceptions de la vie bonne, on va être en mesure de les apprécier pleinement pour ce qu'elles sont, puis il n'y a rien qui empêche de dire, ben, tiens, cette façon de vivre-là, il y a quelque chose qui m'accroche, je vais essayer de l'explorer davantage, et puis notre vie peut prendre une autre direction complètement. Puis ça, pour Mill et pour les penseurs libéraux, ça a aussi des répercussions sur l'éducation. Une Oui. éducation réellement libérale, c'est pas une éducation où vous avez le prof devant la classe qui vous dit, bon, ben aujourd'hui, là, voici ce que je vais vous enseigner, puis voici ce que vous devez penser, puis dans la dissertation ou l'examen de fin de session, c'est ce que vous devez répéter exactement ce que je pense. Non, non. Une vraie éducation libérale, c'est le professeur devant la classe qui expose comme par exemple un cours de philo politique où on passe tous les auteurs de Platon jusqu'à Fukuyama, jusqu'à aujourd'hui. L'idée, c'est de présenter toutes les idéologies de la façon la plus objective possible afin de donner les outils aux Mhm. individus, aux élèves, pour qu'ils puissent, ah, tiens, le conservatisme, le libéralisme, le marxisme, il y a quelque chose qui m'accroche, je trouve ça bien, puis c'est ce qui leur permet, c'est ce qui va leur permettre de pouvoir faire des choix politiques. Donc, on pourrait aussi évoquer la nécessité de sortir du monolinguisme, de l'unilinguisme, parce qu'évidemment, si on ne parle qu'une seule langue, ben, on limite notre capacité à pouvoir lire les nouvelles dans d'autres langues, d'écouter des films dans d'autres langues, de pouvoir voyager dans d'autres pays Oui. qui parlent des langues différentes. Puis ce faisant, ben, on limite notre capacité à pouvoir faire des choix parce que notre contexte, notre horizon de signification est beaucoup trop limité à une simple langue, puis un simple schéma de valeur qui est inévitablement extrêmement limité. Donc, encore une fois, c'est une façon c'est un barème avec lequel qu'on peut utiliser pour juger du caractère véritablement libéral des sociétés en Occident. Euh, Peut-être un autre argument qui pourrait être fait sur, parce qu'on dit souvent, c'est souvent reproché aux libéraux de dire ouais, mais dans le fond, vous, c'est le monde sans foi ni loi, c'est l'anarchie. Et ce qu'il dit, en fait, Mill, c'est très important parce qu'il met en garde, c'est peut-être un des derniers points importants à soulever, là, contre, en fait, il réfléchit aux limites du contrôle gouvernemental par rapport à l'autonomie individuelle et la possibilité pour les gens de s'épanouir, la tyrannie de la majorité, tout ça est interrelié là-dedans. Et lui, ce qu'il dit, c'est ce n'est pas parce qu'il n'est pas dans le rôle de l'État de réglementer des modes de vie que certains comportements ne peuvent pas être jugés moralement par la société civile. Donc, et ça, c'est important, là. Ça fait un peu penser à l'approche que les Suédois avaient pendant la gestion pandémique, c'est-à-dire que eux considéraient qu'ils n'avaient pas nécessairement besoin que l'État mette des règles très strictes parce qu'ils se disaient que
la société elle-même juge les comportements. Et si vous vous comportez de manière absolument atroce, avec un peu de jugement, vous allez voir votre grand-mère immunosupprimée alors que vous êtes malade, C'est la, vous la, serez châtié c'est ça. socialement par le reste de la communauté. Et C'est voici, la citoyenneté irresponsable. Si vous faites preuve d'irresponsabilité en contexte social, vous allez effectivement être jugé par les autres. et voici ce qu'il dit. Il faut distinguer les actes, dans le fond, qui peuvent être punis par l'État, des actes qui peuvent être punis par la société civile, par le jugement des autres. Et il dit les violations de leurs droits, le fait de leur infliger une perte ou un dommage non justifié par ses propres droits, ça, c'est une chose. Mais le mensonge, la duplicité dans les affaires, l'usage peu équitable ou peu généreux d'avantages sur les autres, voire l'abstention égoïste lorsqu'il s'agit de les défendre contre ces torts, voilà les objets propres de la réprobation morale. Mhm. Donc, on peut réprimer moralement des comportements. Ben, écoutez, c'est la même chose qu'un parent qui éduque son enfant. Un parent qui éduque son enfant puis qui essaie de l'élever, bon, on lui dit, bon, tu vas aller réfléchir dans le coin ou tu vas aller réfléchir à ce que tu as fait dans ta chambre. Il n'y a pas une loi du gouvernement qui dit de faire ça avec son enfant. C'est le bon C'est jugement c'est individuel. c'est le bon jugement individuel. Ben, à l'échelle de la société, c'est un peu pareil. C'est pas parce qu'il y a pas de loi qui interdit de mentir. Il n'y a aucune loi. Mais un menteur, socialement, va être mal vu par les autres. À un moment donné, il va être débusqué. Les gens vont dire ne lui fais pas confiance, il n'est pas digne de confiance, il est menteur, il est profiteur. Ben, lui, il dit si, d'une certaine manière, ce qu'il dit, c'est que si vous substituez à la société civile qui fait ces catégorisations-là, l'État qui amène des lois, vous allez finalement rendre la société civile un peu impotente, incapable de s'autogérer, incapable de faire ce qu'elle devrait. Ça, c'est important, là. Oui, parce qu'en fait, pour John Locke, je reviens à lui disait, on n'a pas besoin on n'a pas besoin d'État, on n'a pas vraiment besoin de contrat social. Les individus sont en mesure d'apprécier rationnellement que tel geste que je suis en train de poser va porter atteinte aux droits naturels d'autrui. Donc, techniquement, une véritable société libérale pourrait s'auto-réguler d'elle-même. Le problème, c'est que malheureusement, il y a toujours une minorité d'individus qui vont toujours faire à leur tête, puis c'est pour ça qu'on a besoin de lois. Mais ces lois-là doivent rester, dans un contexte libéral, doivent rester le plus minimal possible, puis on doit faire confiance à la société civile pour imposer des châtiments entre guillemets, aux mauvais citoyens. Le problème avec la tyrannie sociale, c'est que c'est très facile, malheureusement, de franchir la ligne rouge entre ce qu'on peut réprimer moralement de façon légitime, un menteur ou un individu qui tient pas parole, et châtier des individus qui ont des opinions excentriques, des opinions minoritaires, et tâcher de les réduire au silence en leur disant t'es un débile, t'es un fou. Hein. Bon, pour reprendre des expressions de quelques années, t'es un coucou, t'es un édenté. Ça, cette stigmatisation-là, c'est là où malheureusement la société civile peut franchir une ligne qu'elle ne devrait pas franchir. Mais c'est ça, encore une fois, dans le contexte libéral, on parle toujours de moins d'État possible. Le moins d'État possible serait envisageable dans le contexte où on aurait une société civile véritablement vivante, avec des individus qui seraient en mesure de penser rationnellement, individuellement, à la portée de leurs actions, puis être en mesure d'évaluer aussi rationnellement la portée des actions d'autrui, sans nécessairement tomber dans les motifs. C'est ça le problème, c'est quand on commence à tomber dans l'émotion, dans les motifs, c'est là où on en vient, la société civile en vient à censurer des individus, puis à l'instar d'Alexis de Tocqueville, qui disait exactement la même chose, cette censure peut s'avérer beaucoup plus dommageable qu'une censure qui émanerait de l'État. Oui, parce que la censure qui émane de l'État, elle ne distingue finalement rien. La censure, la censure ou la réprobation morale dont il parle, qui émane de la société civile, elle est un peu au cas par cas, faite par les gens qui côtoient la personne, faite par le milieu très proche. C'est très décentralisé, tandis que la réprobation légale qui émane du Léviathan, là, pour reprendre le langage de Hobbes, ben celui-là, il est fait de manière indifférenciée.
Il est fait avec des règles qui s'appliquent mur à mur, en dehors du contexte d'une communauté, où dans cette communauté-là, ce comportement-là pourrait être jugé totalement normal. Mais si vous êtes dans une logique de tyrannie de la majorité, finalement, on considère que ça, c'est normal, ça, c'est pas normal, bien, vous poser des jugements et des actions qui vont être inutilement privatives de liberté Mhm. pour des gens pour qui la société civile, finalement, de leur milieu de vie, aurait jugé ces comportements-là comme assez normal. Et tu vois, il dit, je terminerai avec ça, parce que je pense que c'est une belle conclusion à son œuvre. Il dit que dans le fond, l'autonomie individuelle, la liberté individuelle, c'est une condition sine qua non de l'épanouissement. Vous ne pouvez pas être heureux dans une société si vous n'êtes pas libre. La liberté de choix, c'est essentiel à la réalisation personnelle et au progrès social. Et là, je vais vous lire une petite citation, je pense, qui est intéressante pour terminer. Il dit: les sujets ou les vassaux de tribus dont les ancêtres erraient dans les forêts tandis que les leurs avaient des palais magnifiques et des temples fastueux, quand la coutume protégeait encore son pouvoir sur eux avec la liberté et le progrès. Un peuple, semble-t-il, peut progresser un certain temps, puis s'arrêter. Quand s'arrête-t-il? Quand il perd l'individualité. Et là, il dit, nous prenons soin alors que lorsqu'il y a un changement, que ce soit pour le changement lui-même et non par l'effet d'une quelconque idée de beauté ou de commodité. Et là, je continue la citation de l'autre côté. À persuader ou à forcer les autres à être aussi bons que nous-mêmes. Donc, vous comprenez ce que ça veut dire? Persuader les autres à être aussi bons que nous-mêmes. Moi, je sais comment la vie devrait être vécue, donc tu vas vivre comme moi. Pensez à toutes ces nouvelles modes qu'on a, le véganisme, Oui. faites l'écologiste, tout ça. Tu vas trier tes déchets, tu vas arrêter de manger de la viande animale. Pourquoi? Ben parce que c'est la vie bonne que moi, j'ai décidé que tous Et, les autres devraient vivre. et ça, c'est un point extrêmement important. On peut terminer là-dessus. Une société libérale ne doit jamais favoriser une conception particulière de la vie bonne. Et ça s'applique tant pour les communautés religieuses que pour les communautés politiques un C'est peu ça. athées. Il donne l'exemple, par exemple, les puritains aux États-Unis n'écoutent pas de musique. Parce que pour écouter de la musique, c'est une forme de péché. Les musulmans ne consomment pas de porc. Parce que c'est dans le Coran, on ne peut pas consommer de porc. Ceci dit, ces sociétés-là peuvent s'imposer ces restrictions-là à elles-mêmes, C'est ça. mais elles n'ont pas le droit, dans un contexte libéral, d'imposer les mêmes restrictions aux individus qui sont pas puritains ou qui sont non musulmans. Moi, par exemple, parce que c'est près d'où j'habite, on va souvent passer nos vacances aux Émirats arabes unis, à Dubaï. Ça, c'est une communauté arabe, évidemment. Puis vous avez dans les épiceries un espace, c'est écrit Non-Muslim Corner. Donc le coin pour les non-musulmans. Puis dans l'épicerie, ben, vous allez là, puis vous pouvez acheter du bacon, puis de la viande de porc. Donc, une société comme celle-là, même si la religion est intégrée à même l'architecture de l'État, il n'en reste pas moins que cette société comprend qu'il y a aussi des non-musulmans qui habitent à Dubaï. Si ces gens-là veulent consommer du bacon ou consommer de l'alcool, on va leur offrir la possibilité de le faire également. Donc, ça, Et c'est tout ça, extrêmement important. ben oui, Ne, parce que ne tout pas ça, favoriser une conception particulière du bien. pourquoi? Parce que tout ça se ramène au premier principe. Que la liberté est conditionnelle au fait de ne pas faire de mal aux autres ou de ne pas nuire aux droits des autres. Quelqu'un peut vouloir ne pas manger de porc. C'est son droit fondamental. Il ne peut pas me l'imposer. Exactement. Et le fait que moi, je le fasse ne lui fait pas de mal. Mm. Ne le prive en aucun cas de sa liberté, à lui de le faire, à lui de s'imposer ces trucs-là. Ce qui serait immoral, ce serait de dire, ben moi, j'ai envie de manger du porc, donc je vais imposer à tout le monde qu'ils vont devoir en manger aussi. Donc là, ça devient immoral parce que Donc, j'impose ma conception de la vie bonne et là, la je brime liberté de des gens. religion de millions, potentiellement de millions d'individus. Donc, ça, le Oui, libéral. et je brime la liberté de quelqu'un de refuser Ah oui. de faire ça. Il a le droit de pas manger ça pour X, Y raison. Ça peut être religieux, ça peut être un simple goût personnel, peu importe. Et
il dit à un moment donné dans le livre, et ça, c'est une opinion qui n'est pas souvent dit, puis je conclurai avec ça. Il dit: vous êtes libre de côtoyer les gens que vous voulez. Tu sais, toute la logique de tu dois me reconnaître, mes pronoms, mes affaires. Lui, il dit en fait, si vous voulez ignorer des gens et ne pas leur parler, c'est votre liberté fondamentale. Pourquoi? Parce que dans la vie, on est libre de choisir son entourage. Voilà. On est libre de. Ça, assez fascinant. Pareil, il dit: vous êtes libre de choisir votre entourage, vous êtes libre de choisir qui vous voulez côtoyer dans votre vie. On ne choisit pas sa famille, mais on choisit notre entourage. Je me permets un parallèle. Ça, c'est le principe de bloquer des gens sur X ou Twitter. Mhm. Des gens vous emmerdent, vous insultent ou ils tiennent des propos avec lesquels vous êtes fondamentalement opposés, vous les trouvez complètement farfelus, mais vous les bloquez. Puis vous avez souvent des gens qui disent: ah, c'est des libertariens qui prônent la liberté d'expression, puis ils viennent de me bloquer. Ben, tu as le droit d'exprimer les idées que tu veux, mais le droit que tu as d'exprimer les idées que tu souhaites exprimer ne crée pas chez moi une obligation de t'écouter. Si, Absolument. si ce que tu dis m'intéresse absolument pas, me déplaît, ben, j'éteins les interrupteurs puis je passe à autre chose. Donc, le problème, c'est lorsque des gens disent: on doit censurer cette personne-là, on doit suspendre son compte, on doit lui faire perdre son emploi. Là, c'est complètement, c'est ça de la vraie censure. Mais, comme on dit, muter quelqu'un ou bloquer quelqu'un, c'est pas de la censure, en fait, c'est dans l'esprit du libéralisme très, très classique de John Locke ou de John Stuart Mill. Alors, tu vois, il dit: nous avons aussi le droit d'agir de plusieurs manières en fonction de notre opinion défavorable de quelqu'un. Non pas pour opprimer son individualité, mais pour exprimer la nôtre. Nous n'avons pas d'obligation, par exemple, de chercher sa compagnie. Nous avons le droit de l'éviter, car nous avons le droit de choisir la compagnie qui nous convient le mieux. Nous avons le droit, et parfois le devoir, de mettre les autres en garde contre lui si nous pensons que son exemple ou sa conversation pourra avoir des effets pernicieux sur ceux qui le fréquentent. Donc, vous êtes libre, chers auditeurs, de côtoyer et de choisir votre compagnie. Vous n'avez pas d'obligation morale à entretenir des relations avec des gens que vous jugez détestables ou désagréables. Vous êtes libre d'écouter notre podcast, vous êtes libre de pas l'écouter. Si vous décidez de pas l'écouter puis de nous ignorer, c'est pas de la censure. C'est un droit fondamental, puis vous l'exercez, puis on le respecte pleinement. Ainsi, Ceci dit, c'est préférable si vous nous écoutez. c'est Puis, ça. C'est juste que vous serez maudits pour les 5 prochaines générations. Si vous ne l'écoutez pas, ne le partagez pas et laissez pas un pouce par en l'air sur la vidéo si vous êtes sur YouTube. Écoutez, chers auditeurs, c'est ce qui va clore cet épisode numéro 6. On se reparle prochainement pour un nouvel épisode. Comme d'habitude, on invite les gens en commentaire à laisser leur appréciation, les points que vous avez trouvé intéressant, moins intéressant, peu importe le commentaire, c'est toujours les commentaires sont les bienvenus. Et aussi des suggestions. J'aimerais que vous parliez de tel auteur, tel livre, connaissez-vous tel truc, et on garde toujours ça en note. Et si c'est pas la prochaine fois, ce sera l'autre d'après, ce sera dans 6 mois, on ne le sait pas, mais on vous lit et on prend tout ça en note. Sur ce, ben, merci Jean-François d'avoir été là en direct de Cracovie. merci.